Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette première séance inaugurale de l'Observatoire des territoires d'industrie, où nous avons le plaisir d'accueillir le grand patron des territoires d'industrie, Olivier Luancy. D'abord, c'est un grand plaisir d'être là, d'avoir lancé Territoire d'industrie et puis d'être sous l'œil maintenant d'un observatoire. Hein. Voilà. Bon, pour ceux qui sont curieux pour mon parcours, je vous laisse regarder sur LinkedIn, simplement dire que j'ai fait pas mal d'allers-retours entre le public et le privé, je crois que j'en suis à mon 2e ou 3e, que j'ai fait de l'industrie pendant 10 ans pour un groupe que on connaît assez bien en France, puisque c'est Saint-Gobain, que j'ai fait du conseil aussi pendant 3 ans, ça c'est la partie privée, et que j'ai fait à peu près tous les étages de la fonction publique. Alors je tire un peu le trait parce que l'étage le plus haut, la fonction publique internationale, c'était un stage d'1 an en fin d'études de cette belle maison, où j'étais à la Banque mondiale, mais j'ai fait 4 ans et demi à la Commission européenne, service et cabinet, j'ai fait 4 ans et demi au Conseil régional, service et cabinet, et aujourd'hui j'ai fait de la centrale avec une partie maintenant entre Bercy et Ségur, entre le ministère de l'économie et des finances et la cohésion des territoires, et puis j'ai aussi fait du cabinet à l'époque de Monsieur Hollande dans son cabinet, début de son mandat, pendant 2 ans et demi. Tout à l'heure, Thierry, tu m'as dit grand patron, je crois grand patron des territoires d'industrie. Alors, je rebondis là-dessus. Je suis absolument pas attaché au titre, mais néanmoins, quand il a fallu choisir le nom de cette fonction qu'on a créée, j'ai choisi le mot délégué, qui voulait incarner une forme de modestie ou d'humilité. Et pourquoi? Et Vincent, tout à l'heure, nous a donné un bout de la réponse. Je crois que l'État n'a pas compris ce qui se passe dans les territoires, confère l'épisode des 6 derniers mois et des Gilets jaunes, en tous les cas pas complètement, pas plus que l'État n'a compris comment l'industrie était en train d'évoluer. Et si on inscrit territoire d'industrie dans une forme de réflexion plus globale, je crois qu'on a collectivement à se re-raconter l'histoire de notre industrie depuis 1975. Et qu'on n'a pas construit ce récit-là collectif, et que tant qu'on l'aura pas fait, ce sera extrêmement difficile de repartir collectivement à la conquête de l'industrie dans toutes ses formes. Et c'est pour ça que je ne résiste pas au plaisir, alors c'est une sorte de happening que je fais, ou de vous raconter ma propre vision de ce qui s'est passé et comment moi j'en suis arrivé au territoire d'industrie à titre personnel. Je ne prétends pas faire un travail académique validé. Je prétends simplement vous proposer une vision sur laquelle il faudrait que les uns et les autres on réagisse pour construire un consensus. Encore une fois, j'ai l'intime conviction que tant qu'on n'assumera pas notre passé, on ne construira pas notre avenir industriel. Et notre passé, il n'est pas très brillant, et quand je discute avec des intervenants, j'ai fait pas mal d'interventions sur les 3 dernières années sur l'industrie du futur, on avait tous le même dilemme: est-ce qu'on part d'aujourd'hui et on trace une super perspective avec des courbes qui décollent, des emplois qui reviennent dans les territoires, des technologies qui se diffusent, ou bien est-ce qu'on s'autorise, même si c'est pas très glamour, à faire un retour sur image. Alors en fait, c'est ce que je vous propose, de faire le retour sur image. Ça, c'est l'emploi en France depuis 1900. Il y a les 2 trous blancs pour les guerres. Les éléments que je voudrais mettre en évidence sur cette courbe-là sont les suivants. Il y a une rupture, vous le savez tous, en 1975 en ce qui concerne l'industrie. L'industrie, c'est la petite courbe en bleu qui est en fait un sous-ensemble de la grosse courbe en bleu secondaire. La différence, c'est essentiellement le BTP, à peu près 8% de l'emploi de manière stable. Donc là, il y a une rupture en 75. Première leçon que je voudrais juste indiquer, c'est que la petite courbe en bleu, elle descend avec 25 ans d'écart à la même vitesse que celle en pointillé, qui est celle du primaire et de l'agriculture. On a tous collectivement en tête l'impact de la mécanisation de l'agriculture qui a donné lieu à l'exode rural, à la mort de villages, à une restructuration du territoire. On n'a pas tous conscience que ce qui s'est passé, qui est derrière nous sur l'industrie, a la même violence, la même rapidité. Elle s'applique sans doute à des territoires un peu différents, parce qu'on n'est pas en pure ruralité agraire, mais on est plutôt autour des villes moyennes. Et comme en France, on a un superbe système social qui nous sert quand même beaucoup d'amortisseur à ces changements économiques, il y a des travaux de Davzik qui ont été faits sur ce sujet-là, pour montrer que même si on n'avait pas une politique
qui avait, à proprement parler, accompagné la désindustrialisation, les transferts sociaux en France, avaient servi beaucoup d'amortisseurs à cette désindustrialisation. Et donc ces effets sur le terrain, on les voit avec un temps de retard, et il est probable qu'on arrive maintenant au bout de l'élastique de l'amortisseur social en France sur cette désindustrialisation et sur l'impact sur les territoires qui accueillent les usines, ou qui accueillaient les usines. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, c'est le deuxième point, la PAC, politique agricole commune, qui a accompagné la modernisation de l'agriculture au niveau européen, s'est mis en place en 65. C'est le moment où l'agriculture arrive à peu près en France au niveau où l'industrie est aujourd'hui. Comme si ce seuil entoure 10 et 15% de population active, quand on parle d'une trentaine de pourcents, était le seuil de déclenchement social où l'amortisseur naturel de nos systèmes ne suffisait plus et qu'il fallait quelque chose. Et c'est le niveau où on en est aujourd'hui en termes industriels en France. Alors, ça, c'est des courbes qu'on montre peu, puisque quand on parle d'industrie, souvent on montre le podium, vous savez, l'Allemagne en haut, la France en bas, l'Italie au milieu, etc. Il y a une deuxième carte qui a été faite par le CGET que j'aime bien montrer parce que des courbes, c'est des chiffres macro, ça incarne pas la vie d'un territoire avec la relation affective qu'il peut y avoir et du cadre de vie. Donc j'aime bien aussi montrer ces cartes, parce qu'on est tous de quelque part, on a tous de la famille qui vient d'un territoire, donc dès qu'on a une carte de France, on regarde spontanément le territoire d'où on est issu, et de voir comment entre 75 et aujourd'hui, cette diminution d'emplois industriels a impacté quasiment la moitié du territoire français. Ce n'est pas que quelques régions, c'est réellement la moitié du territoire français, et toute la moitié nord-est. Ce que dit aussi cette carte, et c'est le message que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'il y a des territoires qui ont vu 30% de leur emploi total, parce que ça c'est la partie industrielle, mais rapporté à la totalité, disparaître en 20 ou 25 ans, lié à la désindustrialisation. 30%, ça veut dire que chaque famille, chaque enfant a eu dans son cercle proche quelqu'un qui a souffert dans sa vie professionnelle et souvent dans sa vie personnelle de la désindustrialisation. Et quand on a aujourd'hui la question de l'attractivité des métiers industriels, il ne faut pas s'étonner. C'est un fait social profond qui a touché la moitié du territoire français dans son intimité familiale. Et donc c'est quand on veut repartir à la reconquête de l'industrie, il y a ce phénomène-là aussi qu'il faut prendre en compte. Le dernier point, pas le dernier point, mais un autre point que j'aimerais apporter à la réflexion collective, c'est finalement, est-ce que c'était une fatalité? Alors, on fait souvent la courbe France-Allemagne, je refais le classique, je trouve qu'il est instructif aussi, même si j'ai un certain nombre de personnes qui me disent qu'il faut plutôt regarder l'Italie, quand on fait la courbe France-Allemagne, on peut, hélas pas, j'aime bien les séries qui remontent loin, c'est peut-être mon passage chez Saint-Gobain, 350 ans d'histoire, et là, quand on fait le parallèle avec l'Allemagne, on peut pas remonter avant 90 pour question de continuité des séries statistiques, réunification de l'Allemagne. Si on remonte à ça, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que, c'est en tout cas la lecture que j'en ai, et que je vous propose, il y a une première phase où l'Allemagne a digéré d'une façon extrêmement rapide sa réunification, et notamment sur le volet industriel, et on voit la courbe verte allemande qui, je dirais, fait des restructurations massives. Dans ma vie professionnelle, j'ai passé 10 ans en Europe de l'Est, moitié en Roumanie, moitié en Pologne. Je peux vous dire que faire cette transformation en 5 ans est juste splendide, alors peut-être violent, mais en tous les cas d'une mobilisation collective incroyable, pour connaître les deux autres gros pays qui avaient un passé industriel aussi. Ensuite, on a une période, une fois, je dirais, la réunification allemande digérée, où Allemagne et France, quelque part, évoluent de la même façon. Le PIB industriel est à peu près stable. Ça ne veut pas dire que l'emploi industriel reste stable. Je vous rappelle qu'on est constamment en gain de productivité dans ce secteur-là. Donc, à même valeur à créer, ça ne veut pas dire le même nombre d'emplois. Et puis, année 2000, c'est les chiffres macro, il y a un décrochage massif qui est fait.
Et c'est là où vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé pour moi j'ai pas mal de discussions avec des chercheurs actuellement. Je pense que le virage que nous n'avons pas pris ou que l'endroit où on n'a pas complètement réagi, je l'illustrerai après dans les années 90, où on est resté sur un mode d'internationalisation ou comment on gérait la mondialisation et l'internationalisation, alors qu'en Allemagne on a décidé de prendre un autre choix par rapport à l'accélération de cette mondialisation. Je vous rappelle, chute du mur de Berlin en 89, le temps de digérer tout ça, et puis après on est parti sur 20 ou 30 ans de mondialisation. Toujours est-il qu'en France aujourd'hui, on connaît très peu l'industrie, collectivement. Quand j'ai fait la mission de préfiguration pour le Premier ministre, on a rencontré beaucoup de gens que je qualifierais de grands influenceurs, voire de décideurs, voire de représentants du secteur industriel, et j'ai été étonné du caractère erroné, factuellement erroné, de quelques chiffres qu'ils avaient sur l'industrie. En fait, on ne connaît plus même notre industrie. Et je vous montre ce transparent. Alors, vous pouvez prendre d'autres chiffres, ceux-là sont issus de la BPI. Si vous connaissez ces quelques chiffres-là, vous faites vraiment partie du top des gens qui connaissent bien l'industrie en France. Ce qui est un peu paradoxal, mais je tiens à le dire, on a finalement accumulé, par désintérêt pour l'industrie, une méconnaissance complète. Posez autour de vous la question, le secteur de l'automobile, c'est combien de pourcents de l'emploi industriel ? Posez la question autour de vous. Chiffre officiel, 9%. Après, on peut dire, on peut consolider avec la mécanique, etc. Mais non, c'est 9% officiellement. La plupart des réponses, on vous dira entre 20 et 25. Je prends cet exemple-là pour vous dire comment collectivement, on s'est détaché de notre outil productif. Pendant toute cette période. Et je vais tenter de vous donner une lecture de ce qui s'est passé. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de raconter une histoire collective. Mon objet, c'est simplement de vous provoquer, de vous mettre au défi, qu'on puisse à un moment donné raconter cette histoire. En 75, il y a le choc pétrolier, on bascule dans une société post-industrielle, assumée. Quand on regarde les politiques publiques, encore une fois, c'est trop tôt pour moi, donc j'ai un regard extérieur. Il y a des gens qui en ont la mémoire vécue, qui est très importante. On est essentiellement sur le fait de dire il faut reconvertir l'industrie vers d'autres choses. L'industrie, quelque part, on a changé de monde. Les premiers signes d'inquiétude sur cette désindustrialisation, à mon avis, arrivent dans les années 90. 90, c'est le moment où on a à peu près déjà perdu la moitié des emplois industriels en France, mais également en Allemagne. L'Allemagne a vécu pendant cette période-là également une phase intense de désindustrialisation, environ de 50% de l'emploi qui était à l'industrie jusqu'à 25%. Nous, c'est grosso modo pendant cette période-là, de 30 à 15%. Et mon sentiment, c'est que autant dans notre vision macroéconomique collective à cette époque-là, on est absolument convaincu qu'on a basculé définitivement dans une société post-industrielle, autant sur le terrain, l'effet de la désindustrialisation dont j'ai montré quelques cartes commence à être si douloureux qu'un certain nombre de territoires disent il faut faire quelque chose. Et on voit émerger des concepts comme les SPL et des clusters pendant cette période-là. Mais qui viennent de l'aménagement du territoire et pas du ministère de l'économie ou pas du ministère de l'industrie. Pas d'une réflexion macro, et d'une réflexion plutôt micro-territoriale. Et ce phénomène-là de dualité dans la pensée, je trouve qu'il est exacerbé pendant la décennie 2000-2010, avec des objets que vous connaissez tous, les pôles de compétitivité. Pensez initialement, et encore une fois, je fais une proposition d'interprétation, certains l'ont vécu et donc vous l'approprierez ou vous la dénoncerez, ont été conçus initialement pour s'adosser à, je dirais, aux grands groupes, à une logique de filière qui est quand même dans notre génétique de la politique industrielle. Et donc assez naturellement, on est parti sur les pôles de compétitivité avec une quinzaine de pôles de compétitivité. C'était l'objectif initial. Pour se dire comment est-ce qu'on peut accoler le dynamisme, l'innovation des PMI à ces logiques de filière appuyées sur des grands groupes, assez classiques, pour finalement arriver à une labellisation de 60 ou 70 pôles de compétitivité, parce qu'en chemin, les territoires qui étaient pas encore affamés, mais qui avaient besoin de développement endogène par l'industrie, se sont appropriés cet objet qui ne leur était pas nécessairement destiné au départ. Et lorsque Nicolas Sarkozy, j'ai plus la date, il était ministre de l'Intérieur, a bien senti les choses dans un discours à Grenoble, a dit tous les pôles de compétitivité seront labellisés, c'est bien parce que la logique territoriale a pris le dessus sur la logique, je dirais, économique du départ.
En tous les cas, c'est une lecture que je vous propose, mais c'est là où on a un travail, je pense, collectif à faire. Depuis 2010, et ça c'est une chose quand même qui est lente, on est depuis une décennie sur le sujet de l'industrie revient. On s'est rendu compte qu'on avait sans doute été trop loin dans cette lecture post-industrielle, qui nous a amené à jouer la carte de la mondialisation par l'optimisation des coûts, en faisant une différence entre où était la valeur ajoutée, je dirais, de création, intellectuelle, immatérielle, et la partie de la valeur ajoutée matérielle de production qu'on a délocalisée. D'autres pays, l'Allemagne, ont fait un choix clairement différent. Depuis 2010, on se réapproprie progressivement le fait industriel. Alors, ce qui est aussi intéressant, le point que moi je retiens, c'est que c'est apolitique ou transpolitique, puisque États généraux de l'industrie 2009, présidence Sarkozy, animé par Estrosi. On arrive après en 2012, Hollande, Montebourg, les plans industriels, la nouvelle France industrielle. Et aujourd'hui, sous la présidence Macron, les territoires d'industrie, le CNI, tous ces objets-là continuent à vivre. Donc on a quand même une certaine continuité. On a un enrichissement de notre politique industrielle par beaucoup d'aspects qu'on n'avait pas auparavant. En France, quand on pense politique industrielle, on est conditionné par notre passé de la dernière politique industrielle cohérente que nous avons eue, qui était celle de Pompidou. Donc on pense grand plan filière tout de suite, collectivement. C'est quelque chose dont, c'est un réflexe presque conditionné, dont je pense qu'il faut se méfier un petit peu. Et comme il ne correspond plus à la réalité, parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui des années 70, on a été amené, après la conférence nationale de l'industrie qui a remis au goût du jour les filières en 2009, d'enrichir ces politiques industrielles de plein de briques. Territoire d'industrie est l'une des briques de cette politique industrielle, sur laquelle je vais rentrer très bientôt pour la détailler. Il manque sans doute quelque chose pour savoir quel chemin on va prendre après. En tous les cas, c'est une interrogation que j'ai. On a une multiplicité d'outils de politique industrielle. Je ne suis pas sûr qu'on ait la clé de voûte. Quand vous voulez mobiliser un collectif national, il faut que vous donniez du sens. On ne donne pas du sens avec une dizaine de briques industrielles juxtaposées les unes aux autres. On finit par créer de la confusion. C'est un message quand même que l'on reçoit des territoires de manière assez régulière. C'est très bien, vous faites beaucoup de choses pour l'industrie, mais on commence à être un peu perdu, on trouve plus le fil conducteur. Et on est arrivé sans doute à un moment donné, après ces 10 ans de reconstruction progressive de notre outillage public en faveur de l'industrie. C'est pas complet encore, on peut parler des impôts de production, il y a plein d'autres choses à faire encore, bien entendu, mais on est arrivé sans doute à un moment donné où il faudrait mettre un peu une clé de voûte là-dessus et dire pourquoi est-ce qu'on le fait, quel est le sens de cet investissement collectif dans l'industrie. Deux derniers transparents, et puis je vais basculer sur les territoires d'industrie. Lorsqu'en 2012, je prends cet exemple-là parce que c'est celui que je connais le mieux, on est reparti sur la nouvelle France industrielle, ces rapports gallois. Le motto qu'il y a et qui reste encore très présent, c'est la montée en gamme. Le positionnement insatisfaisant de l'industrie française qui ne peut pas profiter des prix pour une image qualité comme ceux de l'Allemagne et qui, par son modèle social, ne pourra pas faire du low cost comme la Chine ou comme d'autres pays. Je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement quand on voit l'évolution de notre pays, encore une fois, je rappelle des événements comme les Gilets jaunes, etc., et qu'on compare au temps qu'il va nous falloir pour faire remonter en gamme notre outil industriel, je m'interroge, j'ai pris ici la parole de Nicolas Dufourcq, c'est au moins une décennie. Reconstruire un outil industriel pour le faire monter en gamme par l'investissement, ça demande du capital, ça demande du temps, on en a pour 10 ou 15 ans. Est-ce que sociologiquement, notre pays, nos habitants, nos citoyens qui vivent dans les territoires qui ont été sinistrés, profondément sinistrés par la désindustrialisation, et où notre système social est à la limite de l'élasticité et du ressort qu'il peut donner, est-ce qu'on va pouvoir attendre 10 ou 15 ans de remonter un outil industriel ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, sur laquelle je vais essayer d'aller vite, même si c'est mon dada, et qui est à mon avis un élément de réponse qui doit nous amener à réfléchir cette politique industrielle en moyen long terme sur la façon dont on veut la faire.
On est dans une phase de digitalisation notamment, mais de transformation profonde de l'industrie. On n'en est qu'au début. Il y a peu de personnes dans la place qui se hasardent à essayer de tirer une trajectoire de ce qui peut nous arriver. Il m'est arrivé j'en ai fait cette tentative dans plusieurs conférences, je vous le propose ici. Et pour éclairer la suite, je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, on en est au début avec des briques technologiques. Il y en a une quarantaine, on va dire. Après, ça dépend de la segmentation que vous voulez faire, mais il y a une quarantaine de briques technologiques qui sont disponibles pour faire l'industrie du futur. Il y en a 5, 6, 7 que vous retrouvez dans absolument tous les secteurs, toutes les usines. Ça, c'est classique. Elles permettent de faire des gains de productivité massifs. On revient à des gains de productivité sur les usines qui implantent ça de 4% par an, ce qu'on n'avait plus vu pendant 1 ou 2 décennies. Donc ça, c'est en cours, c'est lancé. On est dans un milieu concurrentiel. C'est une obligation pour les industriels d'aller chercher ces gains de productivité. Ils vont y aller. Ils n'ont pas le choix. C'est une des facettes de cette transformation. Et puis, il y en a une deuxième facette que personne qui est capable aujourd'hui de quantifier, c'est qu'est-ce que tous ces services, et notamment les services digitaux qu'on peut mettre on top, c'est l'expression que j'ai, il y en a plein d'autres, il y a servitisation de l'industrie, etc., peut apporter comme valeur ajoutée et comme emploi qui devront compenser, qui compenseront peut-être, ou plus, ceux qu'on perdra sur les gains de productivité. Là, je pars à volume constant. À mon avis, on s'oriente vers une phase de démultiplication d'innovation produits, services, qui est en cours sur la base de l'existant. Ça va durer 4-5 ans, on le voit déjà dans la mobilité, avec des débats sur les vélos électriques, les trottinettes électriques et l'impact que ça peut avoir sur la société, mais cet aspect-là va se démultiplier. Aujourd'hui, on en est là. Ça va donner lieu dans les 5 à 10 ans à venir, c'est mon pari, à de nouvelles chaînes de valeur. C'est là où on va voir les anciennes chaînes de valeur exploser, pas avant, parce qu'une usine, c'est du capex ça s'amortit. Avant de changer votre usine et votre mode de faire, vous devez déjà rembourser la précédente et vous en avez pour 5 à 10 ans à chaque fois. Et je pense qu'on aura à ce moment-là tout ce qu'on a comme sujet autour de qu'est-ce que peut donner l'impression, la fabrication additive par rapport aux chaînes de valeur de sous-traitance. Il va falloir un peu de temps pour que ça se mette en place, encore une fois, parce qu'on a l'inertie de l'investissement dans l'industrie. Et puis, à ce moment-là, sans doute, c'est ce que moi je prévoyais, un impact à ce moment-là sur les relocalisations d'activités, mais que je voyais plutôt à moyen terme. Les guerres commerciales qui se sont lancées depuis que j'avais fait ce graphe il y a à peu près 1 an peuvent accélérer ces questions de rééquilibre et de relocalisation, non pas pour des conditions économiques ou technologiques, mais pour des questions de sécurité d'approvisionnement qui est un nouveau facteur. Et on a quelques cas comme ça d'industrie de base, de blocs de fonderie, où il y a des productions de machines qui utilisent des blocs de fonderie comme contrepoids, qui ont été en rupture de provisionnement de la Chine, comme effet secondaire de batailles qui ont pu avoir lieu, réglementaires ou de commerce international. Et ça va interroger rapidement les chefs d'entreprise, mais c'est un phénomène nouveau. Dans cette trajectoire que je vous propose, encore une fois, elle n'a rien d'affirmé, elle est juste une proposition. Le point clé là-dessus, c'est que il va y avoir, et on est dans le bloc aujourd'hui, des changements rapides de métier, des gains de productivité massifs sur nos industries, qui ne seront peut-être pas compensés par de la relocalisation d'activité, 20 à 30%. Donc naturellement, je dirais, si on ne fait rien, la courbe de l'emploi industriel est vouée à baisser. Mais, et c'est la bonne nouvelle, on est capable de créer des services autour de l'industrie. Ça dépend si on les met dans la même statistique. Et tout l'enjeu qu'on a devant nous, c'est de savoir où vont être mis ces emplois. Les usines sont dans les territoires parce que c'est pas encore très bien de les mettre en ville pour plein de raisons. Peut-être que ça le sera, mais aujourd'hui, les usines ne sont pas dans les métropoles. En revanche, les emplois qui sont liés aux services ont plutôt tendance à être en métropole. Et si on n'arrive pas à les ramener proches des usines, on risquera juste de continuer la fracture territoriale qu'on a déjà eue depuis un certain nombre d'années. Et je crois que c'est le plus grand pari qu'il y a devant nous en termes industriels et territoriaux. Comment on fait en sorte que les services autour de l'industrie créent des emplois, non pas en métropole, mais dans les territoires. Et il y a de bonnes raisons pour ça. La complexité du fait industriel, de l'objet industriel est telle que c'est pas comme faire un site pour commander des pizzas en ligne.
où il y a 5 ingrédients. Un objet industriel est beaucoup plus complexe et être à côté de cet objet pour créer les services qui lui sont attachés est un avantage compétitif. Par contre, c'est des professions qui préfèrent en général et des métiers qui préfèrent le fait métropolitain pour vivre et donc aller dans des villes moyennes est un inconvénient compétitif. Je m'arrête là sur cette vision et je rentre, je m'excuse d'avoir été un peu long, sur territoire d'industrie, qui a été lancé dans ce cadre-là en se disant il faut une brique territoriale à notre politique industrielle. Alors, à la naissance de cette initiative, il y a un discours politique, c'est le discours du 22 novembre 2018 d'Édouard Philippe, qui énonce l'intention. Je vous ai pris ici quelques extraits et quelques principes. Le principe de ciblage, le principe de gestion décentralisée, sur lequel je reviendrai, et puis le principe de concentration des moyens sur les territoires qui auront été sélectionnés. Ça a commencé par une labellisation d'un certain nombre de territoires d'industrie, 124 au départ, on est à 141 aujourd'hui. On me pose souvent la question des critères qui ont présidé à ce choix. C'est un élément, je dirais, de réponse à la question que vous avez à étudier, sur lesquels je vous donne un sentiment, mais que Nicolas a déjà bien présenté. Comme dans ma trajectoire personnelle, je suis plus industrie que territoire, donc je suis un novice des territoires que j'apprends, je suis un observateur extérieur. En novembre, j'ai passé 1 ou 2 nuits blanches à essayer de mettre, je dirais, en statistiques socio-économiques l'intuition que nous avions eue, les 5 membres de la mission de préfiguration, pour voir si notre intuition sur les territoires qui avaient envie d'industrie ou qui avaient envie de se développer ou qui étaient propices à ça, répondait à quelques paramètres socio-économiques de taux d'emploi, d'infrastructures, etc. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi et j'ai l'impression, la conviction personnelle, encore une fois vos travaux le confirmeront ou l'affirmeront, que le premier critère de la dynamique économique d'un territoire, c'est ses leaders, sa gouvernance, pour le dire en termes polis, c'est-à-dire 1 ou 2 personnes qui ont l'énergie de se porter et de porter les projets de ces territoires, pas à la mode d'un leader seul, mais capable de coaliser les énergies présentes sur le territoire. C'est pas le leadership, je dirais, isolé, visionnaire, c'est toute cette capacité à emmener des gens sur lesquels on n'a aucune autorité, mais par partage d'une vision, d'une volonté de développer un territoire, et on verra à la fin, mais je pressens, enfin vous verrez, ce serait l'indication que j'aurais, en tous les cas, l'impression que j'ai eue depuis là. Donc on a commencé par une labellisation, on aurait pu s'arrêter là, il y a des politiques publiques qui s'arrêtent à des labellisations. Le souhait du Premier ministre, c'est d'aller plus loin, et aussi donc de faire en sorte que ces territoires, je dirais, s'emparent de leur destin économique sur le sujet industriel. Et donc, les principes clés de territoire d'industrie, dont j'ai hérité en prenant cette fonction en janvier, c'était une approche du bas vers le haut, où on demandait aux territoires de produire les projets qu'ils souhaitaient mettre en œuvre pour développer l'industrie. Une approche fondée sur des projets, donc un protocole de territoire d'industrie ou un contrat de territoire d'industrie, je le dis souvent, c'est d'abord un espèce d'affectio societatis de quelques pages qui dit pourquoi les parties prenantes sont ensemble, mais surtout, c'est une série de projets dont les acteurs du territoire eux-mêmes sont convaincus qu'ils permettront le développement de l'industrie sur leur périmètre. Troisième élément constitutif qui faisait partie du cadre, c'est qu'on a souhaité que ces territoires soient pilotés par un binôme industriel élu. Alors c'est une histoire intéressante, ces binômes. D'abord, comme on a regroupé plusieurs EPCI, plusieurs communautés de communes ou d'agglos, on nous a dit que ce sera impossible d'avoir un seul élu. Finalement, bon gré, mal gré, on y arrive. Alors il y a des étapes, D'abord il y a un binôme des fois par EPCI, par communauté de communes, et puis doucement, chemin faisant, comme c'est une question de leadership d'hommes et de femmes, il y a quelques personnes qui se dégagent parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont porteurs, parce que
par leur personnalité, et on finit aujourd'hui, quasiment à tous les coups, à trouver ce binôme, un élu, un industriel qui se dégage. Alors c'est plus, au début on les avait qualifiés, je crois, de présidents du comité local. Alors on a effacé le terme président, maintenant c'est plus des porte-paroles, mais quelque part, peu importe, ils sont là pour faire ce rôle de tirer ces territoires, et ils incarnent cette dynamique humaine dont je vous ai parlé. Deuxième point intéressant, quand vous vous promenez, d'abord on vous dit toujours, les élus parlent avec les industriels. Vous nous demandez de faire un binôme, mais c'est déjà le cas, en fait. Dans la réalité, on se parle. Quand on creuse un peu après, parce qu'on les force à travailler ensemble, on se rend compte que c'est vrai à des endroits, mais que c'est très loin de la réalité, et qu'en fait, on a provoqué de jolies rencontres entre des communautés. De jolies rencontres de gens, je dirais, qui se côtoyaient à la cérémonie des vœux du préfet, pour une coupe de champagne et un petit four, donc ils se connaissaient, mais qui n'avaient pas toujours réellement travaillé ensemble sur des projets. Ça, c'est le deuxième élément. Enfin, le troisième élément. L'autre, enfin, un pilotage confié aux régions. Alors, il y a une présidente de région qui a qualifié territoire d'industrie d'ovni politico-administratif, en public, donc je me permets de le reprendre, parce que, bon, le terme est un peu fort, mais c'est quand même une politique lancée par le chef du gouvernement sur la compétence très très marquée des régions, et qui donne le stylo au territoire, c'est-à-dire à un échelon même infradépartemental. Donc vous avez là une sacrée spécificité à faire vivre, et qui est, et plutôt que de dire que c'est un ovni, je dirais, on est en train de tester peut-être une nouvelle façon de lancer, d'animer ou de faire des politiques industrielles territoriales en France, où peut-être, si on réussit en tous les cas, on aura démontré qu'on a acquis, alors 20 ans ou 30 ans après les premières lois de décentralisation, une certaine maturité pour travailler ensemble. C'est pas facile tous les jours, je peux vous le dire. Michael et Nicolas peuvent en témoigner aussi, qui représentent on représente à tous les trois ces trois niveaux, ces trois échelons. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a dépassé les premières difficultés, c'est ma conviction, et qu'on a démontré qu'on pouvait le faire. On pouvait le faire, et qu'il était possible d'avoir des initiatives nationales dont les régions que les régions se les approprient et qu'elles les déclinent. Aujourd'hui, il n'y a pas une gouvernance territoire d'industrie, il y en a 13, en tous les cas en France, pour la France métropolitaine. Chaque région ira rajouter, se les approprier et la décliner dans ses politiques. Et puis de dire au territoire, ce qui est un message très fort, à mon avis essentiel aujourd'hui, nous avons confiance en vous. Je vais revenir dessus. Ça, c'était pour le cadre. Maintenant, comment est-ce que, en ayant ce cadre, on se l'est approprié? 3 phases, essentiellement. Une phase de pilote. L'idée, c'était de prendre un certain nombre de territoires. J'en voulais une vingtaine, finalement, on a eu une trentaine de candidats, pour montrer que l'on pouvait leur faire confiance pour écrire leur destin de développement économique par l'industrie. On est quand même dans une culture politico-administrative très descendante, d'un État jacobin, sur lequel on n'a pas, c'est dans des comportements, je dirais, de tous les jours des fonctionnaires, mais c'est aussi dans nos textes et dans nos façons de faire, une confiance énorme dans les territoires. Et donc l'idée, c'était de démontrer, par un certain nombre d'exemples, qu'on pouvait faire confiance au territoire pour monter son projet, énoncer son affectio societatis et énoncer 10, 15, 20 projets qui leur permettraient de développer territoire d'industrie. On l'a fait vite, on l'a fait très vite. Si vous vous baladez sur les territoires, certaines personnes sont encore marquées de l'exigence que j'ai imposée en termes de délai. C'était délibéré parce que je voulais faire cette preuve-là avant de me faire rattraper par l'imbroglio politico-administratif d'avoir une initiative lancée par le chef de gouvernement sur des compétences des régions au bénéfice ou en donnant le stylo des territoires d'industrie. Donc j'avais besoin de cette preuve-là pour ne pas tomber, je dirais, dans nos pièges qu'on s'est auto-construits de répartition des compétences. Ensuite, il y a eu une deuxième phase, et je pense que cette phase qui s'est terminée autour du 20 mars a démontré qu'on était capable, avec une vingtaine de territoires, en quelques mois, de faire cet exercice et de démontrer qu'il y avait cette capacité dans un certain nombre de territoires, qu'on pouvait leur faire confiance. La deuxième phase a été une phase de décentralisation, qui a consisté, je dirais, à ce que chacune des régions, encore une fois, dont c'est la compétence légale,
dont c'est la compétence légale, de s'approprier ce dispositif. Alors ça a donné lieu à plein de déclinaisons. Nouvelle-Aquitaine, par exemple, la Nouvelle-Aquitaine contractualise d'ores et déjà, c'est une région qui est grande en superficie, avec une cinquantaine de territoires, et le président de la région a souhaité que ce soit dans le cadre des contractualisations préexistantes qu'on rajoute une annexe, je dirais, sur l'industrie. Et encore une fois, je suis ravi de ce type d'action, d'abord parce que ça démontre une région qui s'est approprié le dispositif, et même le fait d'être une annexe, je dirais, ne me dérange pas, parce que ce qui est important dans le territoire d'industrie, ce sont les projets qui naissent et qui vont créer de la valeur sur le territoire. Le fait d'avoir un contrat, de le signer d'un comité de pilotage me semble nécessaire, mais pas unique. Si c'est partagé avec d'autres dynamiques, tant mieux. Il y a d'autres régions qui ont souhaité associer cette dynamique à une politique plus industrielle. C'est le cas des Pays de la Loire ou de la Bretagne très récemment. Donc dans territoire d'industrie, de prendre plus l'angle industrie que l'angle territoire. Et on a comme ça autant de déclinaisons de cette initiative qu'il y a de régions. Et aujourd'hui, à l'exception de la Corse qui devait faire son comité de pilotage le 27 juin, qui a été décalé à mi-juillet, la totalité des régions métropolitaines se sont appropriées l'initiative et l'ont, je dirais, déclinée dans leur politique. Aujourd'hui, on est sur une phase de déploiement. Je vous montrerai ces enjeux-là. On a fait la preuve, par l'exemple, sur une cohorte limitée de territoires qui sont naturellement les plus matures, naturellement les plus disposés à prendre le stylo. Et maintenant, il faut qu'on soit capable de démultiplier sur la centaine ou les 140 territoires qui ont été labellisés. Et c'est la phase clairement dans laquelle on est désormais de point de pied. Ça, c'était pour le calendrier, les étapes que j'ai essayé de scander pour mettre en place cette initiative lancée par le Premier ministre. En mode d'action, j'ai eu cinq modes qui étaient clés. Vous allez retrouver des termes que j'ai déjà utilisés, quelques-uns plus nouveaux. Faire confiance au territoire. Je m'interdis de juger en opportunité les projets portés par les territoires. Je pars du principe que ce sont eux qui se connaissent le mieux. Je peux vous dire que c'est en rupture, parce que le nombre de fois où une administration centrale juge l'opportunité ou la non-opportunité d'un projet porté par un territoire, c'est monnaie courante. Donc on s'interdit de le faire. Je dis souvent, la seule valeur ajoutée que j'apporte quand je vais dans un territoire, c'est de leur dire, vous avez le même sujet qu'un autre territoire que j'ai vu, voilà comment il a pris ce sujet-là, voilà comment il a réagi, voilà ce qu'il a fait, vous pourriez peut-être vous en inspirer. Le deuxième point, c'est aller vite, je vous ai expliqué pourquoi. Le troisième, c'est d'être concret. Le formalisme autour de territoires d'industrie, il est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'il y ait une formalisation, mais ce qui m'intéresse, ce sont les projets, les actions. C'est ça qui compte. Quatrième point qui est lié un peu au premier. Un jour, on m'a proposé à Bercy de faire une circulaire au territoire pour leur dire qu'il fallait qu'ils remontent entre 10 et 15 projets, ce qui fait sourire Nicolas beaucoup, puisqu'il n'y a pas d'autorité entre l'État et les collectivités locales qui sont indépendantes de par la Constitution, mais qui démontrent aussi... Et donc, la seule manière de faire bouger cette collectivité, cette communauté, ça peut pas être, je dirais, l'ordre, ça peut pas être l'instruction, mais c'est l'émulation. Donc, on a travaillé en essayant de montrer à ceux qui avaient envie de s'engager ce que certains des autres territoires ou des autres régions, un peu en avance, avaient déjà fait. Et l'émulation est un facteur de mobilisation humain très très fort, et ça marche. On n'a pas besoin tout le temps de donner des instructions, on peut juste donner envie de montrer l'exemple et le chemin. Et le cinquième point, qui est une découverte pour moi, je dirais pénible comme découverte, mais c'est la réalité. Nous avons des territoires qui ont été desséchés totalement de leur ingénierie. Vous pouvez leur dire, ils peuvent avoir envie de se saisir de leur destin d'industrie, de développement par l'industrie, ils n'en ont plus les moyens en termes d'ingénierie. Un élu du Grand Est me disait, Monsieur Luancy, c'est super, mais vous comprenez, moi, dans ma collectivité, le moindre euro, je le mets sur de l'accompagnement social. Je n'ai pas le moyen de me payer un chargé de mission pour me faire un projet économique.
Alors c'était une découverte pénible parce que je m'attendais pas à ce qu'on ait appauvri un certain nombre de nos territoires à ce point-là de leur capacité à se projeter dans l'avenir. Mais c'est une réalité. Et puis la deuxième chose, et qui est moi une réflexion que j'ai aujourd'hui sur ce programme-là, si je devais le refaire, je n'accepterais pas de le faire sans une petite poche d'ingénierie à côté de moi. C'est quelques millions d'euros, hein, c'est peut-être 10, 20 millions d'euros, pour pouvoir aider ces territoires qui sont à la peine, mais réellement à la peine. C'est-à-dire vous leur rendez la confiance qu'ils méritent, mais ils n'ont pas de quoi la saisir parce qu'ils n'ont pas le chargé de mission, hein, c'est ça, c'est une personne capable de prendre en main opérationnellement l'animation d'un tel exercice. Ensuite, est-ce qu'il y a des problèmes de moyens une fois qu'on a lancé ça? Mon expérience, encore une fois, aujourd'hui on a une trentaine de protocoles signés, on en a une quarantaine qui sont prêts à signer, on a plus de 300 à 400 actions qui sont dedans. Nous n'avons pas en France de problème de moyens. Souvent quand je vais voir les élus, ils me disent où est mon enveloppe, où est l'argent nouveau? On n'en a pas besoin. On a besoin d'une facilité pour tuyauter les poches d'argent qui existent, les moyens qui existent vers les projets qui remontent des territoires. On a besoin d'ingénierie financière et de souplesse dans les dispositifs pour financer. C'est vraiment une conviction forte que j'ai, puis je peux l'illustrer par un point de vue citoyen. Avec le niveau de dépenses publiques qu'on a en France, si on n'avait pas les moyens globalement, ce serait un peu inquiétant. Mais encore une fois, on a des problèmes de tuyaux et d'ingénierie financière massifs pour faire en sorte que les projets, alors tous ne sont pas bons, bien entendu, il faut faire de la sélection, mais que les bons projets puissent trouver leur financement. Les projets qui remontent, je vous en fais une liste ici, vous pourrez peut-être pas le lire de distance, extrêmement divers. Et ça, c'est lié au processus. C'est une hétérogénéité énorme. J'ai refusé d'en faire des cases au départ. On l'a fait parce qu'on devait faire une présentation le 12 juin, un premier retour, donc je vais vous donner quelques chiffres avec les cases, mais on a beaucoup de projets très très variés qui vont de la cité du numérique pour former une communauté de chefs d'entreprise à l'industrie du futur, jusqu'à l'accompagnement des conjoints lorsque un talent recruté par une PMI arrive avec sa famille, l'époux, l'épouse, comment vous l'accueillez sur un territoire, voilà. Alors, il y a des actions, d'ailleurs je vous en donne quelques-unes, à Figeac, il y a une action remarquable sur le sujet. Je peux vous dire que Figeac, ça fait partie des lieux qui, en termes d'accès, sont les plus difficiles que je connaisse. Voilà. Donc on a vraiment une grande variété, mais qui est encore une fois naturelle, vu le processus choisi, au territoire d'écrire leur projet. Et pour quand même, parce qu'à un moment donné, il faut mettre les choses un peu dans des boîtes, voilà le classement qu'on a opéré. Alors le périmètre, c'est à peu près les territoires pilotes. Enfin, c'est les territoires pilotes, c'est pas exactement ceux qu'on a qualifiés de pilotes dans la première phase. Le nombre de fiches n'ont pas été toutes encore validées au niveau des comités de pilotage régionaux. Donc, encore une fois, c'est un premier retour d'expérience. Beaucoup de fiches sur le sujet attirer vers les métiers de l'industrie, attirer les gens sur les territoires qui accueillent l'industrie. On a quand même eu une politique d'aménagement du territoire qui nous a permis de construire des métropoles d'équilibre. Je suis pas un grand spécialiste d'aménagement du territoire, donc je m'approprie ces vocables approximativement. On n'a pas mis beaucoup de priorité sur l'aménagement des villes moyennes, qui sont quand même là où les usines, enfin à côté desquelles les usines se posent, là où on met les cadres, là où logent les cadres liés à ces usines, ces talents qui sont nécessaires pour les faire vivre. Beaucoup de sujets là-dessus. Un sujet naturellement recruté, formé. Il y a eu cette expression, je crois, hier ou avant-hier que je vais faire mienne. On est passé d'une crise du carnet de commandes à une crise du recrutement. C'est hallucinant, c'est un échec collectif, je pèse mes mots, d'en arriver là. On a encore un chômage très élevé et on a la moitié des chefs d'entreprise qui ne parviennent pas à recruter. Et je ne sais pas si c'est la moitié, mais je rencontre sur tous les territoires des chefs d'entreprise qui refusent des commandes. Ils ont la technologie, ils ont la capacité productive, ils ont l'argent pour le BFR et ils refusent les commandes parce qu'ils n'arrivent pas à recruter les hommes et les femmes, les talents dont ils ont besoin pour délivrer, pour fournir leurs clients. Ça, c'est quand même assez impressionnant collectivement. Peu de fiches sur le sujet simplifié, qui était un axe sur lequel on entend beaucoup de choses, complexité administrative.
Ce sera confirmé. La lecture que je commence à en avoir, c'est qu'il y a encore quelques compartiments du droit, notamment du droit de l'environnement, qui est sacrément complexe, fouillis. Il y a une partie qui a été déjà simplifiée, notamment tout ce qui est la prévention des risques. Les territoires et les chefs d'entreprise ne sont pas en demande de diminuer l'exigence environnementale. Donc là, on a aussi un faux procès qui est fait de temps en temps dans les médias. En tous les cas, moi, ils le disent clairement. En revanche, ils souhaitent que les procédures qui permettent de matérialiser ces exigences se fassent dans un temps qui soit compatible avec leur cycle économique. Donc, pas de moins-disant environnemental dans l'industrie, mais le souhait qu'on ne mette pas 8 ans pour créer une zone d'activité industrielle. Il y a un territoire, par exemple, à Dieppe, ils ont vendu en 6 mois la totalité du foncier qu'ils avaient disponible pour l'industrie. Ils se lancent, je dirais, dans une course effrénée pour recréer des zones d'activité aujourd'hui. Il va leur falloir 2 ans à 3 ans minimum, c'est vraiment le minimum. Et c'est un territoire qui est incapable d'accueillir un nouveau prospect parce qu'il n'a pas la matérialité de l'offre. Après, sur le sujet innové, une réflexion sur la transition écologique avec 11,5% des fiches qui m'a semblé très mature. Le sujet de la transition écologique a été approprié par les territoires et les tissus industriels. Réellement, c'est encore une fois, c'est aussi pour moi une surprise. Je m'attendais pas à ça. Il y a des projets très clairs autour de l'économie circulaire, l'hydrogène, la récupération de la chaleur fatale, très très clair, très bien construit. Transition numérique, beaucoup de projets, 30%, beaucoup moins clairs. C'est-à-dire la manière dont on accompagne un chef d'entreprise d'une PMI qui prend conscience que l'industrie du futur, ça l'amène dans un monde qu'il ne connaît pas complètement, jusqu'au moment où il fait l'investissement, il a sa feuille de route, c'est tout un parcours à faire. On voit très clairement dans les fiches que ce parcours-là n'est pas maîtrisé, il n'est pas formalisé clairement, ni auprès des industriels, ni auprès des territoires. Et enfin, un dernier point qui ne faisait pas partie des mots-clés du Premier ministre que j'ai rajouté, installer. On a un vrai sujet de foncier en France, avec une injonction contradictoire qu'on n'a pas gérée. D'un côté, on refuse pour de très bonnes raisons un accroissement de la superficie. Bon, super. Donc, je vais pas le trouver. Bref, qu'on fasse des emprises sur les zones naturelles ou sur les zones agricoles. Et de l'autre côté, on met énormément de contraintes au recyclage, ce qu'on appelle des friches, des fois c'est pas encore des friches, de foncier déjà utilisé à des fins d'activité économique. C'est un vrai sujet. Les élus en sont parfaitement conscients et ils savent que dans la société et les demandes sociétales qui sont les nôtres, artificialisées, j'ai réussi, de terrain n'est pas la bonne direction. Ça peut être conjoncturellement la seule, mais c'est pas, et se heurte à une difficulté de recycler du foncier existant. Ça, je pense que c'est un sujet qui va devenir une des priorités dans les temps à venir et peut-être du pacte. Voilà un petit peu ce qu'on a fait. Et maintenant, quelques mots sur les perspectives. Alors, comme j'ai une culture de tableau de bord industriel, je vous donne ici le tableau de bord. Je vais essayer de vous le lire. La courbe jaune qui est sur l'échelle de droite, c'est le nombre d'actions qui ont été validées par les conseils régionaux. On est à plus de 300 actions aujourd'hui. Les barres, ce sont les nombres de protocoles qui ont été signés, c'est-à-dire où un territoire a pu rédiger son plan d'action, sa feuille de route, et la faire valider au niveau régional par l'État et la région. Et aujourd'hui, on en est à 26-27. Ce que vous avez en bleu, ce sont les nombres d'actions, donc parmi quelque part les 300 premières sur lesquelles on a des engagements du panier de services mis à la disposition de l'État. Là, je ne parle que de l'État, les collectivités locales, les régions, les intercos cofinancent elles aussi, ou s'engagent elles aussi. Donc on en a à peu près une centaine d'actions qui sont aujourd'hui soutenues formellement, notamment par la Banque des Territoires, pour à peu près une grosse trentaine de millions d'euros d'ores et déjà fléchés. Mon sentiment, j'ai mis objectifs managériaux parce que c'est pas des objectifs sur lesquels mes ministres de tutelle s'engagent. En tous les cas, j'en ai peu discuté avec eux à ce stade. Je pense qu'on se dirige vers une centaine de protocoles ou de contrats à la fin de l'année. Je suis convaincu qu'on ne fera pas les 141. C'est une démarche qui est proposée à des territoires. Certains l'abandonneront en chemin.
et c'est normal. C'est pas, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de désaveu là-dessus. Je pense qu'on atteindra assez facilement un millier de projets, et je pense qu'une grosse moitié d'entre eux, pour un montant que j'estime 200 à 300 millions d'euros, seront accompagnés par les dispositifs d'État, encore une fois, que les dispositifs d'État complémentaires à tout ce que les collectivités locales, et notamment les régions qui ont beaucoup de moyens sur ces sujets-là, mettront. Voilà un petit peu, et en dernier mot, je dirais que j'ai découvert sur les territoires une envie d'industrie incroyable. Les élus locaux, les responsables locaux, je pense, ont parfaitement compris que s'ils ne redéveloppaient pas de l'industrie dans les territoires, ils ne pourraient plus compter sur la redistribution de richesses par le national. Le modèle qu'on nous a proposé, encore une fois qu'il soit réel ou pas, où la valeur est créée dans les métropoles par une société très tertiarisée et avec un accompagnement en solidarité sur les territoires, est un modèle qui a sans doute atteint sa limite d'élasticité. Et ils en sont conscients, et il y a une envie de se réapproprier de l'économie de manière endogène qui est très forte, et notamment par l'industrie, parce que tous les territoires n'ont pas un littoral pour faire du tourisme estival, tous les territoires n'ont pas des montagnes pour faire des stations de ski, tous les territoires ne peuvent pas être des territoires résidentiels où des personnes avec des retraites confortables vont y passer la moitié de l'année en y dépensant de l'argent et en faisant vivre l'économie locale. Et ces territoires qui n'ont pas ces caractéristiques-là représentent, à mon avis, au moins la moitié ou 2/3 des territoires français qui doivent trouver un relais de développement, et l'industrie est carrément, enfin, ou quasiment, un passage incontournable pour eux. Je vous remercie, j'ai sans doute été long, mais je suis un passionné du sujet, j'ai fait ce que j'ai pu. Merci.